Bonjour à tous, bienvenue dans Ça déraille, le podcast qui ne visite pas les monuments. Oh non, il les déguste, vous avez compris, on parle du Tour des Flandres avec la victoire de Tadej Pogačar, le Slovène, qui a réussi à lâcher Van der Poel, mais pas que, parce qu'on a vu aussi un très bon Pedersen, un très bon Van Aert, la belle surprise, et tout ce beau monde se donne ensuite rendez-vous sur Paris-Roubaix dans une semaine. On va pouvoir en parler dans la première partie. Est-ce que c'est une course ouverte finalement, vu ce qu'on a vu après le Tour des Flandres? Ça aussi, on va en parler. Puis la deuxième partie, vous savez, on essaye de faire un petit peu de débat maintenant. On se pose une question. La question, c'est faut-il changer la dernière étape du Tour de France? Voilà, d'habitude c'est classique, on arrive sur les Champs-Élysées. ASO a reçu le feu vert pour donc passer notamment par Montmartre. Vous l'avez vu sur les Jeux Olympiques. Du coup, je pose la question, entre nostalgique et adepte de nouveautés, entre sprinter et puncher, peut-être que vous êtes l'un et l'autre, les gars, avec moi aujourd'hui, bien sûr, la Tib. Salut la Tib, comment ça va? Oui, je suis malheureux, je suis content d'être avec vous, bon, peut-être un peu moins avec notre Portugais préféré, mais je suis malheureux, une nouvelle victoire de Tadej Pogačar, encore, et une nouvelle introduction. Ah oui, une nouvelle introduction. Alors, du coup, comme j'aurais coupé avant, pour ceux qui n'ont pas vu le vent, du coup, on a dû recommencer pour un souci technique. Mais est-ce la première fois? Non, serait-ce la dernière? Pas la dernière. Je ne pense pas. Voilà. Et nous avons donc avec nous celui qui est en berne aujourd'hui. Le drapeau a été abaissé puisque Joao Almeida a été battu sur le contre-la-montre de d'Itzulia, le Tour du Pays Basque. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas vu, je suis désolé, j'ai spoilé tout le monde. Et voilà, Rémi est avec nous aujourd'hui. Il a vu la lumière, vous voyez, il fait beau, il est là. Oui, bonjour. Non, moi je suis très très triste, en effet. C'est un mauvais jour pour le cyclisme portugais. Moi je suis très content d'être avec toi, Tim, mais bon, ce n'est pas réciproque, tant pis. Voilà donc, on en parlera évidemment autour du Pays Basque, ça va nous intéresser, je pense, dans On attaque pas. Il y a aussi un quiz. Alors là, j'ai eu très peu de temps pour le préparer, mais ne vous inquiétez pas, il est nickel quand même, enfin j'espère. En attendant, on passe à la première partie, puisqu'on a quand même quelque chose à débriefer, non pas des moindres, le Tour des Flandres. T'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer, puis il va aller faire du tempo maintenant, hein. Et donc, vous l'avez vu sur le Tour des Flandres, victoire de Tadej Pogačar, qui remporte son deuxième Tour des Flandres après 2023 et surtout son 8e monument en carrière seulement à 26 ans. Il a fallu attendre le dernier vieux Quarmont pour qu'il réussisse à faire sauter tout le monde. Van der Poel en tête. La question, je vais la poser d'abord par la type qui s'est refait le replay avant pour être sûr d'être assez pertinent dans cette émission. Est-ce qu'on sentait que, voilà, je sais pas, par rapport à la physionomie de la course, est-ce qu'on sentait que Pogačar allait réussir à lâcher notamment Van der Poel qui avait l'air, jusqu'à ce moment-là, assez aérien, en tout cas pas en difficulté? Jusqu'au dernier passage du vieux Quarmont, on pouvait en douter parce que on a eu quand même un Mathieu Van der Poel assez stratosphérique, notamment sur la première attaque de Tadej Pogačar dans le vieux Quarmont, cette longue accélération, et puis enfin on l'a vu, le plan des Émiratis a un peu été revu à 126 km de l'arrivée, puisqu'on a eu la chute à la fois de Narvaez, de Vermeersch et de Tim Wellens qui malheureusement n'auront pas servi à grand chose hormis le retour de Florian Vermeersch, mais pour le coup, pendant un moment, on a eu un peu le feu à la maison Emirati, on a bien assuré le coup, mais derrière, une fois que Tadej Pogačar s'est isolé, on a vu que Mathieu Van der Poel était quasiment le seul capable de le suivre, mais que ce serait peut-être difficile pour le Slovène de se défaire du Néerlandais, parce que l'arrivée en fait du Néerlandais était au sommet du vieux Quarmont. Bon, bah malheureusement le Slovène volant s'est envolé vers la victoire et a remporté logiquement une victoire qui lui était promise. Ouais, alors dans le chat on dit non, tout simplement. Voilà, il y a pas beaucoup d'arguments en plus, mais on dit non, on ne sentait pas. Rémi, est-ce que toi tu disais ça y est, Pogačar au bout d'un moment il va réussir à le faire? Moi personnellement, je vous donne mon avis. Moi je me suis dit c'est bon, il va jamais le lâcher. Il reste une seule montée. Pogačar, Van der Poel a l'air plutôt pas mal. Il a quand même bien bluffé. Mais bon, bref. Rémi, ton avis? Non, moi je suis comme toi. Pour moi, il n'allait pas le lâcher. J'avais l'impression de revoir le scénario de Milan-San Remo avec Pogačar qui attaquait à chaque fois. Pogačar qui semblait en jambes, mais qui semblait incapable de lâcher ce Van der Poel qui avait pas l'air de souffrir pour rester dans la roue. Je voyais un immense Van der Poel qui finirait le travail au sprint. Non, vraiment, tu le vois lâcher un petit peu au début, dans cette dernière montée du vieux Quarmont, tu le vois lâcher un petit peu petit à petit, mais sur le coup, tu te dis, est-ce qu'il lâche ou est-ce que c'est juste le temps qu'il se replace dans la roue?
c'est vraiment, ça se fait vraiment petit à petit. Chapeau à Pogačar, mais clairement, pour moi, Van Der Poel, il allait tenir jusqu'au bout. Oui, il y a beaucoup de choses aussi. On a vu les interviews, notamment des différents protagonistes. On a vu l'interview de Van Der Poel qui disait j'étais pas très bien. Alors il y a pas mal de choses parce qu'il a été malade dernièrement. Donc du coup, c'est vrai qu'il a peut-être eu le contre-coup de cette maladie. Il a été malade dans les jours précédents le Tour des Flandres. Il y a aussi des moments, type, c'était, en plus t'as vu le replay, il était à contre-temps quand même, Van Der Poel. Certes, il y a la chute. Bon, ça qui a dû c'est sûr, consommer un petit peu d'énergie. Ça, c'est indéniable, on peut pas en douter. Mais, il y a la première attaque qui est forte de Pogačar. Il était où, Van Der Poel? Enfin, voilà, il a couru un peu bizarrement, mine de rien. Il a laissé des forces à des moments où il n'y avait pas forcément besoin. Et là, je me posais les questions. Ouais, il a laissé beaucoup de cartouches et puis au-delà de ça, après, Tadej Pogačar en a profité, il l'a usé. Bon, Anthony nous dira que sa maladie, c'est du grand Van Der Poel, soit il a mal au dos, soit il a un rhume. Bref, il mérite bien son surnom de malade imaginaire. Mais quand tu te refais le replay, Tadej Pogačar, c'est 56 km de l'arrivée, attaque dans le vieux Quarmont, 51 km de l'arrivée, attaque de Mathieu Van Der Poel dans le Paterberg, suivi de Tadej Pogačar. Et sur cette portion-là, vieux Quarmont, Paterberg, tu vas sur le fichier de Nelson Poles, il est à 366 watts, donc je laisse imaginer les gars de devant. 45 km de l'arrivée, attaque de Pogačar dès le pied du Koppenberg, 42 km de l'arrivée, attaque de Mats Pedersen dans le faux plat, suivi par les coups dont celui de Tadej Pogačar, 40 km de l'arrivée, attaque de Benoît, compte de Poggi dans le Mario Brochstrat, 38 km de l'arrivée, accélération de Tadej Pogačar dans le secteur où Alaphilippe avait attaqué lors de son malheureux Tour des Flandres où il se ramasse la moto, donc le secteur Alaphilippe, 37 km de l'arrivée, attaque de Pogačar dès le pied du Taillenberg, 28 km de l'arrivée, attaque de Pogačar dès le pied du vieux Kreuzberg et 19 km de l'arrivée, attaque décisive de Tadej Pogačar dans le vieux Quarmont. Bref, il a littéralement 36 000 balles dans le fusil et quand il dégaine pour essayer de faire mal et la dernière, elle est là pour abattre. Ouais, on a eu la liste de courses de Thibaut, évidemment, il nous a fait une belle liste, mais c'est vrai que sacrée course, c'est vrai qu'on le dit. Alors, on s'est fait pas mal danser. D'ailleurs, Rémi, je veux bien ton avis là-dessus, parce que on a dit sur X notamment, on a dit heureusement que Pogačar est là en vrai parce que ça fait des courses quand même plutôt mythiques. On l'a vu déjà sur Milan-San Remo. C'est parce qu'on prend aussi en parallèle l'année dernière sur le Tour des Flandres où là il y a eu un homme seul, etc. Et même si l'écart n'était pas grand finalement, mais même qu'il a été devancé par Pedersen, mais bon, on a vu que ça aurait peut-être pu faire une belle course. Mais c'est vrai que quand Pogačar est là, il y a 36 000 balles dans le chargeur de Lilatib, mais voilà, ça donne des courses enthousiasmantes. Ça, enfin, c'est mon avis, mais peut-être pas le tien, mais au moins il y a du spectacle, même si c'est souvent le même qui gagne. Je parle pour cette année. Alors, je suis d'accord. Ouais, et je suis d'accord, mais il y a du spectacle aussi parce que il y a du répondant en face, et en l'occurrence avec Van Der Poel, que ce soit sur Ronde ou sur San Remo. Parce que quand il y a Pogačar tout seul, au final, c'est un peu plus spectaculaire qu'un Van Der Poel tout seul sur le Ronde 2024. Ouais. Au final, c'est pareil, t'es un homme seul et puis c'est tout. C'est juste que oui, Pogačar est un peu plus dans le spectacle, donc oui, ça amène toujours un truc de plus. Mais c'est jamais aussi cool que quand il y a un peu de répondant avec lui, en face de lui. Ouais. Et là, en l'occurrence, voilà, s'il y a pas Van Der Poel, s'il y a pas Pedersen, Van Aert, etc., il part à 60 bornes et puis c'est tout, quoi. Bon, c'est vrai que au niveau du spectacle, on en a vu beaucoup de choses, jusqu'à la dernière attaque de Pogačar. Si vous savez pas quel kilomètre, vous revenez un petit peu en arrière et vous avez le kilomètre précis grâce à Tib. On peut aussi encore parler un petit peu de Van Der Poel parce qu'on a parlé pas mal de Pogačar et ses nombreuses attaques. Van Der Poel, c'est vrai que d'un coup il a lâché. T'y crois toi, la Tib, à ce qu'il est? Enfin, tu disais tout à l'heure qu'il fait peut-être un petit peu de cinéma, mais voilà, un petit peu moins bien et que dans la forme qu'il avait à Milan-San Remo, ça aurait été quelqu'un qui aurait pu suivre jusqu'au bout Pogačar, ou pas du tout? Tu sentais que c'était vraiment le bout du bout? Non, je pense que Tadej Pogačar l'a eu à l'usure et c'est ce qu'il fallait faire, c'est ce qu'il voulait déjà faire avec son équipe. Bon, malheureusement, son équipe a été un peu affaiblie, donc il a dû prendre les devants et mener lui-même le travail que ses coéquipiers auraient dû faire. Dans une interview, ils le disent, regarde, il y a un problème qui intervient à 126 km de l'arrivée et le premier secteur de la première attaque de Tadej Pogačar est 70 km plus loin. Et Birg a littéralement fait 50 km de plus que ce qu'il ne devait faire.
Donc on n'a pas lié Ouais. les absences, mais Tadej Pogačar a dû aussi les pallier lui-même en faisant le travail de sap que ses coéquipiers auraient dû initier avant son attaque décisive dans le Vieux Quarmont, qui était déjà décidée, qui était déjà actée et qui était écrite un peu d'avance. Bon, on s'attendait du coup à un mano-mano entre Pogačar et Van Der Poel, ça c'est clair. On l'a eu, mine de rien, jusque la toute fin, ou quasi la toute fin. Il y a aussi un coureur qui est pas qu'un seul, hein, mais notamment Pedersen qui fait deuxième de ce Tour des Flandres, Rémi. Finalement, Pedersen, il a été plus qu'un troisième homme, parce que dans cette course-là, même s'il a lâché des fois un peu plus tôt dans les anciens monts, un peu plus tôt que Van Der Poel, il a été omniprésent jusqu'au bout, même à en remettre de temps en temps quand il pouvait. Donc Pedersen, mine de rien, on s'attendait à les deux plus Pedersen, finalement. Ça a été un petit peu un trio, un plus les deux, on va dire presque, parce que Pogačar a survolé à la fin de course. Ouais, après, si Van Der Poel parvient à suivre Pogačar, il fait jamais deux, je pense. Ah oui. C'est indéniable que il rentre pas. Enfin, en fait, c'est logique de dire ça. S'il finissent à deux, Pedersen va pas finir deux. Mais tu vois ce que je veux dire. Je suis d'accord que Pedersen a quand même été très solide. Il a encore, j'ai l'impression, passé un cap. Il a joué avec d'autres armes qu'il avait pu le faire les années précédentes quand il était parti dans l'échappée matinale et qu'il avait passé la journée devant. On s'attendait à ce qu'il craque. Finalement, il avait tenu. Là, il a plus été en attente. En même temps, il avait un peu plus la pancarte, donc forcément, il avait moins de liberté. Il a quand même tenu. Après, il a toujours eu quand même un temps de retard. Alors oui, il attaque quand il peut. Il est quand même en dessous, c'est évident. Il joue avec ses qualités. Pedersen, de toute façon, et il est en dessous d'un Van Der Poel ou d'un Pogačar. Mais ça reste un client qui est de plus en plus dangereux, je pense, sur ce genre de course. Faut oublier qu'il va faire 30 ans à peine cette année, donc c'est pas non plus un vieux, hein, Mats Pedersen. Donc peut-être que dans les prochaines années, il aura l'occasion de venir de peut-être se battre vraiment avec ces mecs-là. Pour l'instant, Gonzo Velgem il se balade, mais il les bat pas, quoi. Donc à voir sur des plus grosses courses comme le Rond. T'en penses quoi, toi, type de la course de Pedersen, parfaite pour son niveau, en tout cas ce qu'il pouvait faire, surtout bien aidé par un Stuyven, hein, même si bon. C'est surtout que ce résultat, techniquement, s'il devait aller le chercher, il aurait dû aller le chercher en anticipant, un peu comme il y a 2 ans, et il ne va pas le chercher en l'anticipant, il va le chercher en suivant les coups. Donc Mats Pedersen, il y a une vraie évolution cette année, mais on l'a vu, hein, à partir de son résultat sur le 3 Saxo classique, forcément, il s'est mis dans de très bonnes dispositions, et tu le vois sur sa campagne de classique, il ne quitte le podium qu'à travers la Flandre, et il va chercher une 5e place. Donc la place de Mats Pedersen, elle est parmi l'élite mondiale. Sa place sur ce ronde révèle la forme qu'il a actuellement et en fait un candidat très redoutable pour dimanche. Ouais. Et aussi avec son coéquipier Jasper Stuyven qui fait une course de zinzin. Il était là tout le temps, il est revenu sur le groupe, il a roulé, il a aidé et finalement il est là dans la dernière ligne droite avec le groupe Van Der Poel et compagnie. Enfin, Jasper Stuyven, bravo pour la course parce que franchement, moi je le voyais tout le temps, je dis il va pas lâcher, c'est incroyable. C'est vrai que en plus il a beaucoup bossé pour Pedersen, mais il a dit d'ailleurs Pedersen en interview dit oui, mais bravo à lui parce qu'il s'est sacrifié pour moi pour un monument. Stuyven a un monument. Non, on l'oublie pas. Évidemment, il a gagné Milan-San Remo. Donc, peut-être que ça compte dans la tête. J'en sais rien. Bref, vous me dites dans le chat ce que vous avez vu et ce que vous avez pensé de Stuyven. On va enchaîner sur un autre homme. Celui qui est revenu du diable Vauvert, comme on dit par chez nous. Vraiment, Wout van Aert. Alors, franchement, si j'avais une baraque à miser, c'était pas sur Wout van Aert monstrueux sur le Tour des Flandres. C'est vrai qu'on l'a beaucoup dit. D'autres par contre, penser l'inverse, notamment Théo. Je veux souligner la dernière fois, Théo a vanté les mérites de... Notamment moi. Ouais. Bon, bah voilà, toi aussi, voilà. Bon, bref, on va demander à ceux plutôt qui étaient un peu plus détracteurs. Mais moi aussi. Bon, j'étais détracteur de Wout van Aert. Bon, Rémi, alors Van Aert, est-ce que je sais pas comment dire, mais déjà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mine de rien, de le revoir à ce niveau-là et de le voir batailler avec les meilleurs. Oui, alors déjà, indéniablement, ça fait plaisir de le voir batailler avec les meilleurs, en tout cas d'être présent dans le final, et d'être acteur, parce que c'est lui qui fait la poursuite de Pogačar tout seul dans les 20 derniers kilomètres. Alors oui, il perd cette poursuite, très bien, mais bon, en fait, personne n'aurait pu aller le chercher de toute façon. Mais il était là, il était vraiment là, et quelques jours après ce à travers la
Flandre un petit peu cauchemardesque, hein, on peut le dire, pour lui, pour la Visma. Ouais. Bah, ça montre que il est vraiment en train de revenir à son meilleur niveau. Oui, il est pas encore au niveau de Van Der Poel et de Pogačar. L'a-t-il seulement été? Bon, ça, après, je jette un pavé dans la mer. Mais non, ça fait plaisir. Et pour le coup, pour moi, d'un point de vue perso, c'était totalement inattendu. Je m'attendais pas à voir ce Van Aert là sur ce round. Et encore moins, à la rigueur, terminer dans un groupe, dans les premiers, faire top 5 à la rigueur, mais pas de cette manière-là. Tim, Parce que vraiment, il a été acteur, il a bossé, etc. je vais donner la parole à Tib aussi, qui faisait partie des tracteurs, mais il y en avait beaucoup, hein, même en Belgique, hein, on n'y croyait plus vraiment, donc c'est ça qui est intéressant. Bah, on sait qu'un ronde, ça joue aussi énormément sur le placement et que c'était un des défauts de Wout van Aert. On l'a vu un peu à court physiquement, mais il a eu énormément de résilience. Et si on parle justement de Mathieu Van Der Poel, qui a été quelque part sur cette fin de ronde en dessous des attentes, Wout van Aert, lui, il faut le saluer parce il les a littéralement surpassés. Alors oui, quand tu le vois dans le groupe, bon, tu sais que techniquement Mathieu Van Der Poel a peut-être un peu plus de punch au sprint, donc peut battre Wout van Aert. Tu sais que Mats Pedersen, dans la forme actuelle qu'il a, normalement doit battre Wout van Aert au sprint parce que Wout van Aert nous a pas montré grand-chose. Donc dans ce groupe, à la 4e place, malheureusement, il est à sa place, mais par contre, c'est une 4e place qu'on ne lui prédisait pas au départ de ce round Van Vlaanderen, hormis les plus optimistes. Donc non, franchement, à Wout van Aert, chapeau, et il peut se rassurer en vue de dimanche, même si, bon, au vu de ses derniers sprints et pas que à travers la Flandre et du Ronde depuis le début de saison. Je pense que ce sera difficile parce que sur un Paris-Roubaix, ce sera difficile de se défaire de coureurs comme Mats Pedersen, comme Filippo Ganna, et actuellement, ils ont montré qu'ils avaient un meilleur sprint que Wout van Aert. On va tranquillement arriver à Paris-Roubaix, ne t'inquiète pas, on est là-dessus. Juste pour finir sur la course des gars, je sais que parfois on me dit dans les commentaires, on nous dit dans les commentaires, oui, des fois vous survolez des choses, des fois vous allez plus loin, c'est normal parce que on peut pas tout mettre dans une heure, donc là on va juste rapidement essayer de parler des bonnes surprises ou des déceptions. J'ai noté Stefan Kung qui essaye encore et encore et qui fera peut-être partie des prétendants pour Paris-Roubaix. Ganna évidemment, Tudor qui a essayé. Après je sais pas si vous avez eu des déceptions ou des coureurs qui vous ont manqué dans le final où vous avez dit tiens pourquoi non, vous avez une idée ou pas par hasard, sinon on passe moi j'ai une petite pointe de déception sur Magnus Sheffield que je m'attendais à voir peut-être un peu plus tenir un peu plus tenir le groupe. Non, mais Ineos a plutôt bien couru. Bon, ils ont mis des pions à l'avant, ils ont essayé, et puis par derrière ils avaient Magnus Sheffield qui était un peu plus en background à attendre les coups. Bon, malheureusement il a pas pu suivre dans cette première accélération du Vieux Quarmont, et puis j'ai eu une belle surprise quand même, c'est le niveau de Fedorov. Moi, malgré son résultat à l'arrivée, honnêtement, sa course a été plutôt convaincante et c'est de bon augure pour la suite. Mais enfin, c'est à l'instar de ce que nous montre les Astana depuis le début de saison. Ouais, évidemment, Visma aussi qui fait partie des bonnes surprises. Ils ont quand même bien négocié, hein, on a vu avec beaucoup de coureurs dans le final. On me dit dans les déceptions, Madouas, c'est vrai que Madouas finalement n'a pas été acteur, même il était dans le groupe derrière le peloton. Alors dire quand tu fais 40e, parce que Jorgensen fait 40e et quelques, alors que pourtant il fait une course quand même assez. Mais il y a deux problèmes avec Madouas. Le problème, c'est et ça a souvent pêché du côté du Ronde, c'est le placement, parce que c'est un coureur qui est toujours en fond de peloton. Et puis il a eu une petite période d'allergie qu'il disait au départ d'à travers la Flandre. Donc bon, certes ils sont sous antihistaminique, mais c'est jamais bon d'être un peu diminué au niveau respiratoire. Ouais. Rémi, quelque chose à rajouter par rapport à ça avant qu'on passe aux filles, parce qu'évidemment il faut donner la parole à ce qu'on a vu juste après. Si t'en as pas une. Très rapidement, Vas-y. Non, vas-y. Si t'en avais pas, moi, c'était la bonne touche sur Bissegger qui m'a impressionné. Non, moi, j'allais parler de Ballerini, que je voyais pas top 10. Pour moi, Ballerini, m'a impressionné. Je sais que c'est un très bon coureur de Flandrienne, mais pour moi, il était mort et enterré. Et ce top 10, plutôt solide. Voilà. Après, en déception, non, les Français n'ont pas été là, mais j'attendais pas grand chose. Je peux pas dire que je suis particulièrement déçu, même dans Madouas. Ouais, bon,
c'est vrai que ça a été difficile pour les Français, mais c'est vrai qu'on n'en attendait rien. Un top 10 ça aurait été déjà fabuleux pour nous. Bref. Et donc du coup, Bissegor, pourquoi Bissegor? Aurélien Paré-Peintre fait 16e pour son premier Tour des Flandres. Tiens, la petite satisfaction côté français. C'est plutôt pas mal pour quelqu'un qui découvre le Tour des Flandres et dont les pavés ne sont pas son exercice favori à la base. Ouais, non, c'est plutôt bien, mais pour Bissegor, en fait, c'est honnêtement, quand tu regardes sa course attentivement, ses placements avant justement que Tadej Pogačar attaque, tu le vois, il est plutôt serein, il est toujours dans les groupes derrière, et sur cette dernière montée du Quarmont, à un moment, tu vois le classement justement des coureurs dans la montée, il fait partie des tout meilleurs du peloton. Hein. Je crois même, sans trop me tromper, qu'il est deuxième du peloton au sommet du vieux Quarmont. Donc ça augure de très bonnes choses en vue des prochaines courses pour Stefan Bissegor. Bon, on a seulement quelques minutes sur la course féminine, déjà parce que il y a eu moins de rebondissements. Ça c'est pas de notre fait évidemment, puisque tout s'est fait vraiment sur la toute fin. Il y avait encore un peloton d'une vingtaine de coureuses encore à 30 km de l'arrivée à peu près. Voilà, donc avec la victoire de Lotte Kopecky qui donc a réglé au sprint notamment notre française Pauline Ferrand-Prévot qui revient très bien, mais ça on aura le temps d'en parler. Déjà vous avez tous regardé la course, vous pouvez faire oui de la tête, c'est bon, vous avez tous bien regardé la course féminine, superbe. Rémi justement, bon, imbattable Lotte Kopecky dimanche. Moi je voyais pas autre chose, à l'impression que c'était voilà, bon, aérienne, puis finalement le sprint sans difficulté. On l'a vu aux avant-postes tout le temps, voilà, classique quoi. Oui, non, classique. Déjà, à partir du moment où elle se jouait la victoire dans ce groupe de 4, tu savais que il y avait personne qui pourrait la chercher. Ou alors il aurait fallu un énorme concours de circonstances pour qu'elle soit battue soit par Pauline, soit par Lippert, soit par Nivadoma, encore plus par Nivadoma. Mais même avant ça, de toute façon, elle était toujours bien placée. C'était à elle de gagner. Hein. Elle avait bossé pour Philippus sur Milan-San Remo. Là, c'était à elle de gagner le round. Il n'y a pas eu de surprise, mais les autres équipes ont essayé de faire chuter la SD Works, mais l'O2 était trop forte. Ouais, il y a eu la FDJ Suez aussi qui a eu des problèmes avec deux chutes notamment, même si on a vu Ali Chabet ensuite dans le deuxième groupe. Alors il y a deuxième place de Pauline Ferrand-Prévot qui revient bien. D'ailleurs Kopecky disait elle était en méforme. Pareil, Pauline Ferrand-Prévôt, je suis pas vraiment à 100%. C'est plutôt pas mal pour des coureuses qui ont bien performé sur le Tour des Flandres. Ça donne beaucoup d'espoir pour Pauline Ferrand-Prévôt. Mais avant qu'on en parle, ou que j'en parle, je vais me faire son avocat. Je sais pas quoi te dire, type. Je sais pas quoi te dire. Mais bon, au sprint, il y avait plus fort. De toute façon, dans ce groupe-là, tu savais très bien que la première place était quasiment jouée et que tu reprends le Lotte Kopecky, ce serait compliqué, et d'aller là-bas au sprint, ce serait littéralement presque impossible. Donc aller chercher cette deuxième place, c'est un très beau résultat et c'est de très bon augure pour Pauline Ferrand-Prévôt. Mais je parlais pas de Pauline, Je parlais pas de Pauline, je parlais d'Yann Lippert, parce que toi, oui. Si parlais de Lippert, ouais. Attends, mais moi, tout le monde sait que c'est supporter de Yann Lippert. Mais Yann Lippert m'a fait crier dans ce final, puisque dès l'approche, j'étais en train de gueuler, mais prends la roue de l'O2, putain. Et voilà, qu'est-ce que tu veux, ça. Elle a même pas essayé de surprendre. La suivre et la supporter est un long chemin de croix. Oh là là, mon pauvre, ça va, 3e Tour des Flandres, donc juste derrière Pauline Ferrand-Prévôt, Cachani et Vadoma. C'est vrai que dans ce groupe, comme d'habitude, c'était compliqué au sprint, mais voilà. Pauline Ferrand-Prévôt, début de saison plutôt très bien pour quelqu'un qui revient sur la route. On a vu aussi Anna van der Breggen aussi encore assez bien, elle même si c'était en deuxième groupe. Oui, bon pour le Tour de France, encore une fois, on le répète à chaque fois qu'on voit une course, pour le Tour de France, il y aura tellement de personnes. Oui, c'est vrai. C'est juste qu'il y a eu la chute de Longo Borghini qui est un peu faussée parce qu'elle était quand même quasi favorite, presque au-dessus de Lotte Kopecky sur le papier, mais après une fois que la course s'est poursuivie, il n'y a pas eu beaucoup de suspense. On a fait cette parenthèse enchantée, dorée, sauf pour Thib, bien sûr. Et on va directement vers Paris-Roubaix. On revient sur un peu tout ce qu'on a dit avec toute la clique qu'on a vue aux avant-postes
du coup dimanche pour le Tour des Flandres, qui seront là pour Paris-Roubaix. La question que je pose directement, la type, c'est vraiment celle-là. Finalement, avec ce qu'on a vu, même avec un Ghana qui a essayé, qui était pas trop loin, qui a essayé de basculer avec les autres, Pedersen, Van Der Poel, Van Aert qui revient à un bon niveau, Pogacar qui ne connaît pas Paris-Roubaix, c'est un peu plus plat. Sur le papier, il n'y a pas vraiment d'ultime favori là. C'est ouvert. Sur le papier, on a de quoi se régaler à fond et surtout avoir des équipes qui sont surreprésentées dans le final, donc avoir des coups tactiques qui vont être assez énormes. Donc j'ai vraiment hâte d'être sur cet enfer du Nord parce que ça nous promet un grand spectacle et potentiellement peut-être un vainqueur inédit. Donc ça on prend. Ouais, ah oui, carrément. On en discutera un peu plus tard. Paris-Roubaix, donc il y a la météo qui rentre en jeu à chaque fois, c'est le cas. Pour l'instant, nuageux. Voilà. On me dit dans le chat depuis tout à l'heure, attention à la météo. Pour l'instant, c'est nuageux. Voilà, donc c'est mi-figue, mi-raisin. Voilà, on va dire. En attendant de savoir un petit peu ce qui peut se passer, la météo peut changer. Nuageux et vent de cul. Voilà. Donc pour l'instant, pour l'interrogation, Rémi, qu'est-ce que tu penses avant? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une course où vraiment, sur le papier, on sait pas vraiment qui a l'ascendant sur un autre avant le début d'une course. Moi, je suis comme Thibaut, je suis hyper excité par ce tour de ce Paris-Roubaix, pardon, parce que ouais, ça peut partir de partout. Il y a le scénario de Paris-Roubaix, il est tellement particulier. T'as des mecs qui étaient dans le final et qui étaient dans l'échappée de matinale. T'as des vainqueurs qui arrivent de nulle part, qui reviennent de nulle part, etc. Avec tous les ennuis mécaniques, toutes les chutes que tu peux connaître sur Paris-Roubaix, c'est impossible de savoir. Je pense qu'il y a des équipes qui vont avoir l'occasion de jouer plusieurs cartouches, donc il va y avoir de vraies notions tactiques. Ouais, aujourd'hui c'est impossible de dire si tu mets un petit peu peut-être Van Der Poel devant, mais il est fort sur les rondes, il est pas forcément à 100%. Ouais, vraiment, ça va être hyper intéressant. Et je pense que ça va rapidement se décanter. Et ça, c'est cool. C'est quoi la stratégie? Quelle stratégie tu t'attends même de la part de n'importe qui? Parce que c'est quoi? On n'a pas vraiment un coureur qui se dégage, donc il y aura sûrement plusieurs équipes qui se dégagent. Hein. Voilà, Lidl Trek a une grosse équipe. UAE viendra avec la même équipe que le Tour des Flandres ou quasi. Donc du coup, grosse équipe là aussi. L'Avisma, on l'a vu, est capable de prendre la course à son compte. Bon, l'expérience d'Alpecin. Je sais pas, la stratégie ça va être quoi? Parce que finalement il va falloir juste écrémer un petit peu pour qu'il y ait le moins possible au moment où ça va embrayer quoi. Bah, traditionnellement, en fait, c'est une course d'attente et une course d'élimination jusqu'à la trouée de Rambert, mais tu le vois depuis 2 ans où on a un peu chamboulé les cartes. Il y a 2 ans, la Visma Lease Bike, sous l'impulsion de Wout van Aert, te dégomme la course dès avant lui. Donc on rentre dans la trouée de Rambert, il y a déjà un peloton qui est fortement diminué. L'année dernière, c'est pire, on part d'encore plus loin avec le coup de bordure des Alpecin à la sortie du 3e secteur, donc bien avant lui. Donc là, en fait, toute la réflexion va être autour de la manière dont les Emiratis vont rouler, parce qu'on le sait, c'est le super effectif, on le sait quand ils roulent pour Tadej Pogacar, ils ont tendance à être un véritable rouleau compresseur. Donc là, va falloir savoir comment les Emiratis vont rouler, et ça peut être vraiment intéressant, parce que moi, si j'étais les Emiratis, j'aurais quelques tactiques à mettre en place qui pourraient bénéficier à Tadej Pogacar, et selon les éléments de course, peut-être profiter à un coéquipier. Rémi, justement, qu'est-ce que va faire Pogacar? Parce que c'est quoi sa stratégie? Juste il regarde, il est au milieu du peloton, il voit ce qui se passe, ou est-ce qu'il doit essayer, avec son équipe de faire péter un maximum de personnes, parce que c'est quand même sa première. Il faut qu'il découvre aussi, il doit s'imprégner un petit peu de ce peloton. Il n'y a pas de monde, donc pour faire des différences. Qu'est-ce que tu préconiserais pour Tadej Pogacar? C'est sa première, oui. Il n'y a pas de monde, donc il peut plus difficilement faire la différence, mais on sait que c'est Pogacar qui va forcément tenter. C'est pas un attentiste. Donc, de toute façon, il tentera quelque chose. Je pense que, à la différence, par exemple, de ce round où les choses ont fait qu'il a quand même dû globalement se débrouiller tout seul, il aura là besoin vraiment de son équipe. Et je pense que il va falloir que l'Emirates, la team Emirates,
écrème un peu et fatigue ce peloton pour qu'ensuite il puisse tenter quelque chose. Et je ne le vois pas ne pas tenter quelque chose à un moment ou à un autre. Peut-être pas aussi loin que ce qu'il fait sur le Ronde ou ce qu'il a fait sur Milan-San Remo il y a quelques semaines, parce que c'est pas la même chose, parce que c'est pas le même effort et que le déficit de poids peut jouer par rapport à des Van Der Poel, des Ghana, des Kung et des Van Aert. Mais il va attaquer, c'est évident, il va tenter quelque chose. Mais en amont, je pense qu'il y aura un gros travail du AE et un gros travail dans le peloton, mais je les vois bien glisser peut-être un mec devant pour relayer en cas d'attaque de Pogačar. Ouais, peut-être. Alors, je sais pas trop l'état des troupes, puisqu'ils ont chuté pas mal. Polite, par exemple, peut être un très bon lieutenant pour Pogačar, quelqu'un qu'on connaît plus qu'un lieutenant. On peut en parler. Ah. On peut en parler parce que la tactique de Tadej Pogačar va être assez évidente. On l'a vu l'année dernière, enfin il y a 2 ans, et on le sait. L'endroit le plus profitable à Tadej Pogačar, ça va être un durcissement dans Mont-Saint-Pével et à la sortie profiter du faux plat pour miser sur son punch et essayer de s'extirper. Mathieu Van Der Poel l'avait essayé en 2023 et malheureusement avait eu Wout van Aert sur le porte-bagages qui ne voulait pas collaborer. Là, Tadej Pogačar peut se retrouver avec quelqu'un dans sa roue et s'il se retrouve avec un Mathieu Van Der Poel va collaborer. Donc c'est un duo qui peut aller très loin dès Mont-Saint-Pével. Maintenant, si la course se neutralise un peu, on va avoir des équipes en surnombre et des jeux d'équipe. Dans des secteurs comme Templeuve, Pont-Saint-Thibault, moi je vois bien par exemple si jamais Tadej Pogačar est accompagné d'un équipier, pas par exemple un Nils Politt, prendre les devants pour essayer de servir à Tadej Pogačar de point de relais. Et là, la question c'est de savoir est-ce que ça va réussir ou est-ce que ça peut profiter à un coureur comme Nils Politt. Et c'est peut-être pour ça que je ferais bien de Nils Politt mon pronostic de Paris-Roubaix, parce que Tadej Pogačar n'arrivera pas à le rejoindre parce que justement on va avoir laissé trop d'avance à un coureur comme Nils Politt. Ah, ok, très bien. Ouais, tu spoil les paris, mais vas-y, garde-le de côté. On a dit bien sûr tous les favoris à cette course. Alors il y a Théo dans le chat qui nous dit Roubaix c'est l'entraînement pour les futures années pour Pogačar. Alors un entraînement pour Pogačar, ça n'existe pas. Je le crois pas. Mais n'importe quelle course, vous avez vu sur l'UAE, étape de plat, il tente à partir tout seul. Donc pour lui, ça m'étonnerait qu'il juste vienne pour apprendre, mais il va apprendre, ça c'est sûr. Mais il va au moins tenter quelque chose de suivre au moins les meilleurs. Les meilleurs, on l'a dit. Pedersen, Van Der Poel, Van Aert, Filippo Ganna, Rémi, Kung peut-être, mais voilà, ce sont les hommes qu'on attend plus ou moins dimanche. Du coup, même avec un Van Aert revenu au premier plan, voilà, qui s'en fait quelqu'un qui est favori. Donc ouais, c'est les coureurs qu'on attend. Il n'y a pas de surprise, il voit tout le monde. Tu t'évoquais Stefan Küng tout à l'heure sur le Ronde, et là t'en parlais pour Paris-Roubaix. Moi, je pense que Paris-Roubaix est plus fait pour ses qualités, donc je pense qu'il sera un petit peu plus acteur qu'il ne l'a été sur ce Ronde, même s'il a tenté. C'est vrai qu'il a tenté, mais sur Paris-Roubaix, il peut être un peu plus en tout cas, montrer qu'il est un peu plus en canne et plus à même dessus. C'est ça, un peu plus solide et il n'est pas obligé d'anticiper, en tout cas sur un Paris-Roubaix. Donc oui, je pense que de toute façon on a fait le tour de tous les mecs qui se font devant logiquement. Après, une surprise est toujours possible, mais allez, si je dois spoiler un peu les paris, je vais tenter je vais pas tenter le Nils Politt, même si j'aime beaucoup ça de la part de Tib, mais et moi Pedersen il me fait quand même pas mal de c'est le deuxième, c'est le grand favori techniquement. Ah oui, mais justement, je vais te poser la question, Thib. Van Der Poel, c'est quand même juste le tenant du titre. Il a fait le doublé l'année dernière. Van Der Poel, on le fait pas le grandissime favori finalement sur le papier, non? Pas plus que ça. Il a un petit rhume. Ça reste le favori, mais au vu de la forme étincelante de Mats Pedersen, faudrait que Mathieu Van Der Poel s'en débarrasse. Et sur le vélodrome, on sait qui a les faveurs par rapport à l'autre. Techniquement, c'est Mats Pedersen. Ce Mats Pedersen a tout pour être le gros favori de dimanche prochain. Dites-nous en commentaire. Il a la forme, il a l'équipe, il a tout pour lui. Dites-nous en commentaire d'ailleurs qui vous voyez en favori, pour qui, pourquoi, voilà. Donc on en a cité pas mal, on pourra pas parler de tous, mais vous inquiétez pas, on aura le temps de débriefer ce Paris-Roubaix qui aura lieu dimanche. Petite question très rapidement. Si Pogačar gagne Roubaix, est-ce que il devient plus fort sur les classiques que Mathieu Van Der Poel, ou même il est pas loin de Merckx, type déjà pour commencer. Tu le mets où là? Parce que Paris-Roubaix ça commence à causer s'il gagne Paris-Roubaix dimanche.
S'il gagne Paris-Roubaix, il est au-dessus de Tadej Pogacar, il est au-dessus de Mathieu Van Der Poel parce que il s'imposera chez Mathieu Van Der Poel, alors que Mathieu Van Der Poel a du mal à s'imposer chez Tadej Pogacar. Mais pour dépasser Merckx, c'est quand même 19 monuments. Hein. Ouais. Donc Tadej Pogacar, on serait à 9. Il y aurait encore du chemin, il serait à la moitié. Mais faut aussi rappeler que Eddy Merckx, c'est les 5 monuments et c'est les 5 monuments minimum gagnés 2 fois. Donc il y a encore du chemin quand même pour Tadej Pogacar pour être comparé au grand Eddy au minima sur les monuments. Rémi? Même réponse, il sera indéniablement au-dessus de Van Der Poel. On verra pas Van Der Poel, à mon avis, gagner sur le Tour de Lombardie, donc il y aura très certainement toujours ce manque chez Mathieu, alors que Pogacar aurait battu deux fois Van Der Poel sur le Ronde et à minima une fois sur Roubaix. Ce serait monstrueux, et encore plus si c'est la première fois. Par contre, oui, il sera encore très très loin de Merckx. Alors on me dit dans le chat, on a oublié Wout van Aert. Bien sûr que non, on a parlé de Wout van Aert beaucoup sur le Tour des Flandres et il sera bien sûr dans nos favoris. Il s'est refait la cerise, notre ami belge. Et mais faut qu'il arrive tout seul, quoi. Pourquoi qu'il arrive tout seul? Parce qu'il y a parce qu'il y a beaucoup de scénarios où il arrive accompagné et que malheureusement il arrive accompagné d'un Mathieu Van Der Poel qui est plus rapide et qui est plus saignant sur un sprint actuellement que lui. Il arrive avec un Mats Pedersen qui est beaucoup plus saignant et rapide sur un sprint, et même un Pipo Ganna, j'ai lu de même pas un Stefan Küng capable de battre un Wout van Aert au sprint. Ah si. Non, ça serait dur. Actuellement, ce Wout van Aert au sprint, un Stefan Küng, il a jamais non plus été totalement ridicule dans des sprints. Hein. Oh là là. Ouais, non, je suis pas. Il a crampé la dernière. Il a dit, mais un coup pas, je l'ai crampé face à Paulès. C'est vrai que bon, il a crampé aussi hier. Ouais, il a crampé. Attends, non, c'était plus dur hier, c'était la fatigue. Mais c'est vrai qu'il est loin le temps de l'E3 où il a aligné les deux autres, le pauvre Wout van Aert. Mais dans le chat, on dit même face à Landa, il perd au sprint. Même face à Guillaume Martin, il perd au sprint. Après, c'est pas impossible qu'il s'extirpe. Hein. Les pavés de Roubaix, on l'a vu, il était très fort. Il a failli sortir dans le carrefour de l'arbre tout seul. Il peut très bien profiter d'un surnombre des guêpes et s'envoler vers une victoire qui lui était promise il y a de ça 2 ans. Hein. Bon. En tout cas, voilà. Vous avez entendu l'analyse de la type, ce sera peut-être le best-of. Tiens, je le dis en avance parce que franchement, c'était plutôt marrant. Petite stat sur Poggi, donc c'est lui qui a le plus de monuments au 21e siècle, c'est pas difficile. Le plus jeune à avoir obtenu 8 monuments depuis Merckx, donc ça classe un homme. 7e coureur all-time en termes de monuments, 8 sur 17, jamais sorti du top 20, il y a juste un DNF sur Liège-Bastogne-Liège avec sa chute. Bon, voilà, ça classe un bonhomme nul. Il est sur les traces de Sean Kelly qui en a 17 et Kelly, à l'âge de Tadej Pogacar, n'en avait remporté aucun. Voilà, mais peut-être que... Est-ce qu'il sera comme le bon vin, Pogacar? Je n'en sais rien. Mais en attendant, nous, on va passer à autre chose. Ça y est, on a fait une belle page, on passe son attaque, on n'attaque pas. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Parce que ça continue à parler dans le chat sur ce Paris-Roubaix, hein, bien sûr, qui avance. On a envie de dire plein de choses, mais on va plutôt, s'intéresser à ce qu'il y a autour de cette actualité. Très rapidement, évidemment, j'ai oublié de le redire parce que les minutes avancent. Tip, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ce que tu as vu ces derniers jours? T'avais mis quoi? Ah, regarde, tu peux sur le truc ou pas? Je peux te le dire. Non, mais si. Moi, j'en ai un, si tu veux. Ah, bah vas-y, Rémi. T'en parlais, il y a eu le chrono inaugural du Tour du Pays Basque. Et c'est incroyable comment j'en ai rien à foutre de ce Tour du Pays Basque, un lendemain de ronde et une semaine avant Roubaix. Le placement, je sais que, évidemment, on n'a pas le même type de coureur, même si Pogacar est capable de gagner partout. On n'a pas le même type de coureur entre le Tour du Pays Basque et les Flandriennes, mais ce placement à cet endroit-là, je comprends pas, c'est une course pour le Tour. Et on n'a rien à faire comme si c'était un critérium d'après Tour de France parce que j'exagère un peu, mais bon, voilà. Le placement à cet endroit-là, je sais que c'est difficile de tout placer comme il faut, hein. Évidemment, le calendrier, il est dense. Mais voilà, c'était juste ça, j'ai vraiment rien à faire du Tour du Pays Basque cette semaine. Tu es pas hypé par le duel Joao Almeida, Florian Lipovic et Alexander Vlasov putain, c'est dommage, Mathias Kelmoseux. On en discute. Ah.
On en discute la semaine Oui. prochaine si Almeida gagne. Oui, quand tu auras ton drapeau portugais, parce que Joao Almeida sera en train il y a les Champs-Élysées portugais, il y a un truc non, je sais pas si à Lisbonne, je sais pas s'il y a une On rue. ira en bas de la Tour de Belém. Ah voilà. La place du commerce, si tu Très veux. bien, on va se faire des pastéis des nata. Et puis Exactement. il y a la région de Pays de la Loire aussi cette semaine. Alors là, déjà que le Tour du Pays Basque ne passionne personne, mais alors région Pays de la Loire, même si ça reste la France et nous, on aime la France. Tib, c'est bon, t'as le temps de choisir quelque chose? Ouais, pas du tout ce que t'as proposé, mais c'est pas grave. Non, je voulais mettre en avant les très bons résultats actuellement de l'équipe Unibet Tietema Rockets, hein, qui vole un peu et qui est sur un chemin pour de très belles invitations sur les grands tours l'année prochaine. Donc faut continuer du côté de la nouvelle équipe française avec déjà Koubis, mais cette semaine c'est surtout Adrien Mer qui s'est illustré avec une victoire d'étape. Il y a une victoire sur la route Tourangelle aussi, c'est ça? Non, c'est pas, non, c'est pardon. Sur la route Tourangelle, tu confonds une OX. Ouais, non, c'est un autre. Excusez-moi, je m'excuse auprès de tous les suiveurs. Je me suis trompé, ça peut arriver, évidemment. Moi, je sors un petit truc, c'est sur Timonis qui a remporté le Grand Prix Miguel Indurain. Alors pareil, hein, une course dont tout le monde se fout, c'est sûr, en ce moment dans la semaine de classiques, les semaines de classiques. Mais bon, au niveau du punch, je vous invite à le regarder. Certes, il n'y a pas les meilleurs, mais c'est plutôt pas mal. On parlera de la Flèche Wallonne plus tard dans la saison, même si ça va arriver très vite. S'il y a un des favoris à donner, je mettrai dedans le Belge qui a fait sa première course, puis est plutôt bien rentré, même si il a fait pas mal de boulot cet hiver. Allez, on passe au débat parce qu'on a encore une petite question à poser avant de terminer, bien sûr, doucement ce podcast. Allez mon petit, on en remet là, on en remet. Donc je voulais vous poser une question, les gars, c'est les débats. ASO organisateur du Tour de France, évidemment, je le rappelle si vous ne le savez pas, qui a reçu l'autorisation pour passer par Montmartre, notamment en tout cas vers la rive nord de Paris, pour la dernière étape, notamment la dernière étape du Tour de France, un petit peu en mode Jeux Olympiques, même si le tracé sera pas équivalent et ça sera pas aussi dur, j'en sais rien, mais en tout cas je le suppose. Est-ce que c'est bien finalement de changer cette dernière étape du Tour de France? Rémi, je commence par toi parce que j'ai déjà eu l'avis de Thib un petit peu, donc voilà, je te pose la question. Oui, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on ne gâche pas quelque chose ou pas? La question que je pose. Cette étape sur les Champs-Élysées, elle est superbe, elle est bien produite. On voit tout Paris, c'est magnifique, les mecs se baladent, ils sont contents, etc. Mais ils se baladent, et c'est une dernière étape. Donc même si t'as toujours, à partir de l'arrivée sur les champs, et notamment dans les 2-3 derniers tours, vraiment de la tension un petit peu plus et qu'il y a ce sprint final qui se joue. C'est bien quand même d'avoir cette dernière étape qui change parce que on peut faire d'autres choses en tant que dernière étape. On n'est pas obligé tout le temps de finir sur les champs. Et c'est très bien qu'il y ait eu cette dernière étape à Nice l'année dernière en raison des JO. Ça a pu montrer qu'on pouvait faire une dernière étape un peu différente. C'est pas grave si l'étape elle est. Moi je parle vraiment de changer cette dernière étape, qu'elle soit un peu plus dure et qu'elle passe par moi, c'est très cool. Je ne pense pas que ça changera grand chose au niveau du classement général, mais c'est déjà bien de changer, de faire autre chose. Les autres grands tours, ils l'ont aussi fait par le passé et c'est pas grave si ça finit pas toujours à Madrid ou toujours à Rome, la Vuelta ou le Giro. Donc c'est bien que ça change un petit peu, qu'on change un petit peu le parcours, qu'on change. On n'est pas obligé de pas finir sur les champs, hein. Mais juste l'idée de changer, c'est bien. On n'est pas obligé de rester tout le temps bloqué sur le même schéma. Tib, vas-y, si tu es du même avis, je me ferai l'avocat du diable parce que j'ai quelques arguments dans ma besace. Vas-y. Mais oui, mais évidemment, tu sais que je suis du même avis. Alors, faut garder à l'esprit quand même que le Tour de France et sa vitrine, c'est les Champs-Élysées. Donc, pour moi, en fait, faudrait garder ce format des Champs-Élysées. Je sais pas, on va prendre un exemple sur 5 ans, avoir 3 sprints sur les champs, avoir cette étape un peu plus décousue avec Montmartre qui a été fabuleux. Moi, j'ai vécu les JO dans cette butte. C'était fantastique et j'ai jamais vécu une ambiance aussi folle, même en allant dans l'école. Donc, c'est te dire. Et puis, peut-être bouger un peu plus, aller dans d'autres métropoles parce que quelque part, c'était aussi
intéressant d'avoir ce petit chrono final à Nice, voir d'autres villes que Paris en ville clôture, mettre le patrimoine à l'honneur français dans des villes de clôture. Moi, je dirais pas non aussi pour une fois tous les 5 ans bouger un peu plus de cartes postales. Maintenant, je suis aussi un peu pour ce changement et je suis totalement fan parce que ce qui fait aussi la renommée du Tour, c'est pas que les Champs-Élysées et ce sprint. On se souvient du 23 juillet 89 avec ce mythique chrono où Fignon perd le Tour de France et c'était pas un sprint. Très bien. Les enfants, moi je vais me faire du coup l'avocat de pas d'ASO mais des anti-ASO, des nostalgiques, des vieux cons, voilà, on peut le dire. C'est juste parce que en fait, pourquoi j'ai plusieurs arguments, et d'ailleurs dans le chat on m'en a donné un petit peu d'autres, donc je vous les donnerai pêle-mêle. Moi mon premier argument c'est de me dire, il y a des types qui passent pas un pont d'autoroute, les Groenewegen là, les Tim Merlier et compagnie là, qui passent pas un pont d'autoroute là, qui se fanent les Alpes avant d'arriver aux Champs-Élysées. Tu crois qu'ils vont aller jusqu'en haut pour que la dernière étape soit pour les punchers et qu'ils puissent pas avoir de points. Donc il y a juste le maillot vert qui va essayer d'aller jusqu'au bout. Maillot vert si tant est qu'il n'est pas sur les épaules de Tadej Pogačar. Voilà. Donc en fait c'est juste qu'au moins ça permettait d'avoir. Voilà, bravo messieurs les sprinters, vous êtes allés au bout. Maintenant, c'est à vous. Je comprends avant qu'il y ait un petit peu moins d'enthousiasme parce qu'on se fait un peu chier, pour pas dire beaucoup, mais voilà, c'est comme ça. C'est le championnat du monde des sprinters, ils sont là, c'est sur les champs, 3 semaines, on voit ce que ça vaut, etc. Donc ça, c'est mon premier argument. Ouais, mais ce à quoi tu peux rétorquer que souvent sur les grands tours, ceux qui ont le plus d'occasions d'aller s'imposer, ce sont les sprinters. Donc pourquoi pas avoir une dernière occasion pour les punchers, pourquoi pas avoir une dernière occasion pour les rouleurs, pourquoi pas avoir une dernière occasion, non peut-être pas pour les grimpeurs, mais pour tous ces baroudeurs. Honnêtement, ce serait aussi une belle récompense et pas que récompenser à la fin les sprinters, parce que les sprinters souvent ils ont proche d'une dizaine d'occasions. Eh bien, très bien. Moi, j'enlève l'étape de Bordeaux qui sert à rien, là, celle qui est souvent vers Bordeaux, là, ou qui sert à rien, ou dans la Pampa vers Nîmes, là. Hop, là, tout ça, j'enlève. Et comme ça, ça me permet d'en faire une en plus aux Champs-Élysées. Deuxième argument. Là, c'est ce qu'on me dit dans le chat. Deuxième argument. Les mecs qui regardent le Tour de France pendant 3 semaines, ils sont rincés. Ils ont envie de faire une sieste le dernier dimanche. Et là, manque de bol, faut regarder à partir de 11h cette fois-ci, on peut pas dormir jusqu'à 16h. Non, ça c'est dégueulasse, et même plus parce que c'est en nocturne parfois. Donc là, je suis désolé, mais pour mes amis, moi j'ai des amis qui sont cardiaques, faut faire attention. Donc voilà pourquoi il faut la laisser. Et troisième argument, évidemment, c'est lui que je préfère le moins, mais économique, les Champs-Élysées, qui dit vitrine, dit aussi beaucoup de personnes qui viennent pour se mettre sur les champs pour regarder la course, et je pense que ASO, vouloir changer, comme tu dis, Thib, de ville, ça pourrait être compliqué d'un point de vue financier, même si j'adorerais, évidemment. Voilà, je me suis fait l'avocat du diable. Ouais, mais si tu mets les finances à l'honneur, sur les Champs-Élysées, il y a quoi? Il y a beaucoup de magasins, mais pas énormément de bars pour se poser, alors que vers la butte Montmartre, là t'as de quoi faire et t'as de quoi aussi enrichir un peu plus tout l'intramuros parisien. Très bien, tu m'as convaincu et tu as convaincu aussi. Je viens de recevoir un message d'Anthony Collat qui dit convaincu par les arguments de Thib. Les bières, oui. Les Champs-Élysées, les magasins, non. Même si madame adorerait. Bon, merci les gars, on a passé ce petit moment. On va faire très vite le quiz. Je sais que Thib est attendu. Je m'excuse, mais vous inquiétez pas, on va faire ça assez rapidement. Tout de suite, ça, c'est le quiz. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh, j'ai pas compris la question, c'est... Quiz. Alors, petite surprise aujourd'hui, puisque c'est le quiz dernier vainqueur de la dernière étape du Tour de France au 21e siècle. Ça peut vous aider. Et pour le deviner, voilà, j'ai sorti les petites fiches Wikipédia de certains. Vous pouvez jouer dans le chat, évidemment. C'est le premier qui trouve qui a bon. Vous pouvez donner autant de personnes que vous voulez. Je m'arrêterai lorsque la personne a trouvé la bonne réponse. Et je surveillerai le chat qui a toujours un petit peu de délai. Est-ce que vous êtes prêts ? N'allez pas sur la fiche Wikipédia, s'il vous plaît. C'est un jeu fun, c'est un jeu pour s'amuser, et peut-être qu'il y aura des indices un peu loufoques, parce que là, j'ai pas assez préparé pour le faire. Je suis un peu un impro. Très bien. Alors, premier vainqueur. Donc, je suis
Je suis une nationalité voilà qui n'a pas l'habitude de gagner sur les Champs-Élysées. On va dire qu'il y a eu pas énormément de sprinters de ce pays-là. J'ai même changé de nationalité. Je suis en train de le voir là. Enfin bref. Donc je suis évidemment un sprinter, voilà, où j'ai gagné sur des grands tours. J'ai 5 étapes sur le Tour d'Italie, 3 sur le Tour de France, 3 sur le Tour d'Espagne. J'ai même gagné le Grand Prix du Midi Libre en 1994 et le classement Intergiro du Tour d'Italie 1993. Je suis champion national de mon pays, qui est un pays de l'Europe centrale, voilà, pour vous dire. J'ai créé la surprise en remportant la dernière étape du Tour de France. C'était, je vais vous le donner, c'était en 2001. C'était en 2001. Je suis de nationalité, enfin j'ai aujourd'hui, attendez, je vais vous donner 56 ans. 2001, dans le chat toujours personne. Je suis de nationalité suisse. Je suis pas suisse, je suis tchèque. Et j'ai été slovaque un peu à un moment, voilà. Donc j'ai remporté les étapes notamment sur le Tour de France 94, 98 et je me suis imposé sur les Champs-Élysées en 2001. Ah, vous l'avez toujours pas? Vous l'avez Non. Ah non. Je me suis imposé devant Eric Zabel, Stuart Grady, Alexandre Vinokourov, meilleur combatif de cette étape-là. Ouais. Je suis Jan Svorada. Allez, boum, pour commencer, je vous ai eu. Jan Svorada. C'est pas facile. Le deuxième est plus simple. Quel salopard. Je suis un coureur, un sprinter, en tout cas dans mes premières années. J'ai été connu pour ça, même un homme de classique, disons-le, un homme de classique, un homme qui a par la suite été un peu plus baroudeur, hein, voilà, qui a réussi à remporter notamment une étape du Tour de France en faisant autre chose que du sprint, mais en premier lieu, je suis un sprinter. C'est d'ailleurs comme ça que je remporte un championnat du monde dans les années 2000-2010. Faut prendre les coureurs qui existent par contre, les enfoirés. Donc j'ai été maillot vert sur le Tour de France par 2 fois, maillot bleu sur le Tour d'Espagne en 2006, 10 étapes du Tour de France, 3 étapes du Tour d'Espagne, 1 du Tour d'Italie. C'est Tarushov, bonne réponse, Monsieur Los Santos. On enchaîne avec le troisième, un point pour Monsieur Los Santos, qui n'est pas facile celui-là. Je suis un coureur italien, je vous le donne direct, italien, donc j'ai remporté une seule étape sur le Tour de France, une seule. Et c'était sur les Champs-Élysées. Imaginez-vous, c'est incroyable. Bon. Les Champs-Élysées, donc en 2000, je remporte donc la première édition du nouveau millénaire lors de la 21e étape. Je remporte donc le sprint devant qui? Encore Eric Zabel et Roman Weinstein. Je suis un coureur passé notamment, j'ai gagné avec le maillot de la Mapei Quick Step pour essayer de vous aider. Je suis passé. Bordel. Vas-y. Non, par la Gewiss Balan, tu vois, une belle équipe. J'ai terminé ma carrière en 2006 et aujourd'hui 56 ans comme Svorada. Je suis même directeur sportif chez Astana en ce moment. J'ai notamment remporté l'Amstel Gold Race. Je suis, personne là encore une fois, Stefano Zanini. Ah putain, merde. Très bien, un point. Comme il est tard, j'en ferai que 5. Je déteste ce quiz. J'en ferai que 5. Et si jamais il y a égalité, j'en ferai un 6e. Très bien. Celui-là, ça devrait aller très vite. Ça va pas être dur. Celui-là, ça devrait être rapide. Je suis un coureur, voilà, que l'on adore, évidemment, coureur professionnel de 97 à 2008. Je suis un sprinter, mais là aussi, je remporte vraiment la surprise générale en 2003. Donc l'étape des Champs-Élysées. C'est Jean-Patrick Nazon. Jean-Patrick Nazon qui a eu pris le maillot jaune sur cette édition. Bravo, 2-0 pour Rémi. Tu peux alors qui je vais te donner? Celui-là est trop dur, donc je vais essayer de t'en donner un. Vous êtes pas très bon, donc je vous en donne un plus facile. Bah oui. C'est très, très simple. Si tu n'as pas la bonne réponse, si le chat n'a pas la bonne réponse, victoire de Rémi Dos Santos pour un quiz très rapide, mais il faut qu'on aille vite. C'est parti. Coureur italien, de nouveau, 44 ans, plus jeune que Zanini. Je suis passé par la Phonak, par la Lamprey, par la Liquigas, par Radio Shack, par Tinkoff, par la Movistar. J'ai terminé là-bas. Je suis un sprinter, évidemment, même si j'ai été un très bon sprinter. J'ai pas non plus énormément brillé sur le Tour de France où j'ai remporté que 2 étapes. 3 étapes sur le Tour d'Italie, 6 sur le Tour d'Espagne. J'ai été vainqueur du classement par points du Tour d'Italie 2008 et de Tour d'Espagne 2007. J'étais plutôt connu, je pense, dans les années Liquigas, vu que c'est là où j'ai le plus brillé. Donc je remporte mon étape sur les champs. Moser. Non, c'est pas Moser, c'est un sprinter. On n'oublie pas, c'est un sprinter.
Qu'est-ce que j'ai remporté d'autre? Je vais essayer de vous le donner. J'ai commencé ma carrière donc en 2002. J'ai terminé ma carrière en 2019. J'ai été avant ça équipier de Mario Cipollini. J'ai réussi à faire 4e de Milan-San Remo. Je fais pas partie des top cadors sprinters, notamment comme Cipollini, Petacchi et compagnie de cette époque, mais j'ai quand même pas mal un bon bout de palmarès, notamment vous l'avez entendu, ce Tour de France, enfin cette étape du Tour de France remportée. Vous l'avez toujours pas. C'était en 2007 où je remporte 2 étapes. Ce n'est pas un Cunoti, ce n'est pas donc. C'est victoire de Rémi Dos Santos. C'est victoire de Rémi Dos Santos avec donc Daniele Benati qui a remporté cette étape. C'était en 2007. Voilà. Il y avait, je vous le donne aussi pêle-mêle, j'avais noté aussi Gerd Stigmans. Alors faut aller le chercher. Groenewegen. Sam Bennett, Jordi Meus, Tom Boonen, voilà tout ce que j'avais noté pour ça. Merci. Voilà, on s'arrête là-dessus. Très vite les paris, vous l'avez donné. Voilà, on n'en parle plus. Les paris, tiens, la Tib. Donc Nils Politt, on reste là-dessus. Oh, vas-y, on tente au culot un peu. Ouais, Nils Politt profitant d'un marquage et qui s'envole vers une victoire promise parce que Tadej Pogačar fait trop peur aux autres. Ouais, j'ai quand même mis Narvaez pour le Tour des Flandres. Autant te dire que bon, je me suis bien vautré et lui aussi, c'est super. Voilà. Donc Nils Politt, très bien. Rémi, qui tu nous donnes là, qui est en petit prono là? Ouais. Je reste sur Pedersen, mais j'aime beaucoup le scénario de Tib. J'achète le scénario de Nils Politt. Eh ben, tu l'achètes, tu donneras des sous. Et moi, je vais donner Pipo Ganna. Voilà. Je me dis, il est passé à côté de San Remo, il était bien sur Tour des Flandres, ça y est. Pipo Ganna, c'est son moment, ça y est. Personne n'a donné des gros c'est Pipo Ganna, Mats Pedersen. Ah ouais, c'est la même tambouille, ce serait des noms qui seraient absolument pas surprenants cette année. Et ben voilà, c'est comme ça. À noter que donc c'est Théo qui est bon la dernière fois puisqu'il a donné le premier des autres, Wout van Aert, donc qui a vraiment fini le premier des autres. On avait inclus Pedersen dedans. Merci messieurs d'avoir été là pour cet épisode. On se retrouve juste après Paris-Roubaix. Régalez-vous tout le monde, les observateurs du cyclisme, parce que c'est vraiment la course la plus aléatoire du moment et de la saison. Et puis on se retrouve plus tard. Salut tout le monde. Allez, ciao. Salut.